Bonjour tout le monde, merci d'être là aujourd'hui pour assister à notre présentation. Alors en fait moi le projet que j'ai réalisé c'était un projet de recherche à proprement parler, puisque le but était de connaître le don charitable du point de vue des donateurs. C'est une étude qui a été menée de juin 2012 jusqu'à mars 2013 et en partenariat avec le phare. Ici Lise qui est la directrice du phare qui fait le plaisir d'être ici. Alors je vais vous présenter en fait tout d'abord donc le mandat et les objectifs du projet, mais de manière très succincte, de même que la méthodologie que j'ai suivie. Puis ensuite je vais passer sur la synthèse des résultats, on va dire vraiment très court, juste pour que vous ayez une idée un peu de ce sur quoi ça a débouché. Quelques recommandations en rapport avec le phare éventuellement, et puis les apports personnels. Donc ça c'est vraiment d'un point de vue égoïste entre guillemets, qu'est-ce que cela m'a apporté. Par la suite Lise fera une présentation de ce que ça a apporté au phare en tant que tel. Alors quel était le mandat et quels étaient les objectifs? Donc c'était une question assez simple, qui peut paraître simple du moins. Qu'est-ce que représente le don finalement aux yeux des donateurs? Le but c'était d'avoir les perceptions et les représentations profondes du don pour un donateur. Il y avait beaucoup d'études qui avaient été effectuées sur les motivations qui poussaient au don, mais aucune sur la représentation première que se faisait le donateur du don. Donc les objectifs c'était de mettre en avant donc, les images, les représentations et les associations qui existaient dans l'inconscient des donateurs. Pour cela on a suivi donc une méthodologie qui est la méthode ZMET, Zeltman Metaphor Elicitation Technique. C'est une méthode projective qui se base à base de stimulus et qui permet de projeter donc des croyances subjectives ou plus profondes au sein des personnes. Donc ça s'articule en 8 étapes, comme je le mets à la fin là, de ce slide. C'est 8 étapes qu'on suit donc, qui s'articulent autour d'images. Donc on demande en fait à chacune des personnes que l'on va interroger d'apporter un certain nombre d'images qui représentent selon lui le don charitable. Et à travers les 8 étapes, en fait, on arrive à justement obtenir donc, les images et représentations dans l'inconscient des donateurs. Et pour ce faire, on a en fait interrogé 10 personnes québécois de souche, entre guillemets, pour éviter toute erreur due à l'analyse. Alors, voici là donc la synthèse des résultats. Excusez-moi, je suis allé un peu trop vite. Je vais tout d'abord vous montrer donc, les représentations fondamentales associées au don, les représentations que les personnes qu'on a interrogées ont fait. Et puis, ensuite, une deuxième partie en fait, de la méthode ZMET nous permet d'analyser les métaphores, ce qui permet finalement d'aller encore un degré plus loin dans l'inconscient. Donc la deuxième partie va être l'analyse des métaphores. Donc tout d'abord les représentations fondamentales associées au don charitable. Alors, l'image, il apparaît qu'en fait l'image de la main était vraiment centrale dans l'ensemble des représentations que les personnes interviewées faisaient du don. Elle permettait en fait d'exprimer la connexion entre personne, cause et bénéficiaire, et elle représentait aussi l'action du don en tant que telle. Et puis aussi en fait vu qu'une main est entre guillemets universelle, elle permettait donc de représenter l'universalité du don. Il y a une autre notion qui a été employée par l'ensemble des personnes que l'on a interrogées, à savoir la notion de groupe. Ils disent en fait que finalement les actions individuelles ne peuvent être efficaces que si elles sont fondues dans un collectif. Au plus ces actions individuelles sont connectées entre plusieurs individus, au plus elles seront efficaces. Ensuite, il y a les catégorisations du don. Il est apparu de manière assez comment dire, marrante que les personnes font vraiment des catégories de dons. Les deux principales sont les catégories le don en temps et le don en argent. Le don en argent. Ce sont deux catégories bien distinctes dans la tête des donateurs, et notamment en termes d'implication. Ils pensent que le don en temps est beaucoup plus impliquant, et en termes de tangibilité, puisqu'on voit plus les effets des dons que l'on réalise. Ensuite, la plupart des donateurs ont dit aussi qu'ils ressentaient une forme de réciprocité, à savoir ils donnaient mais ils recevaient en retour. Ils recevaient donc sous forme de plaisir, de bien-être ou de reconnaissance. Ils ont aussi mis en avant donc l'aspect émotif du don. L'émotion joue vraiment un rôle de vecteur, aussi bien en termes de direction ou d'intensité. Il est à la base du don, puisque c'est lui qui va pousser au don, et en même temps, plus l'émotion est forte, plus le don sera important.
Et enfin, la plupart des donateurs en fait, ont émis aussi un esprit critique envers le don, à savoir selon quatre directions. Le don en argent en tant que tel, c'est bizarre, mais la plupart des donateurs ont un esprit assez critique envers le don en argent, mais aussi donc la commandite, qui est un petit peu liée, et aussi les frais de gestion. Donc les frais de gestion, tout ce qui est associé aux frais pour faire fonctionner un organisme. Et enfin, ils ont peur en fait de la destination et de l'utilisation des dons qu'ils effectuent. Donc voici deux types d'images par exemple qui étaient présentées lors des interviews, où on voit donc l'image de la main mais aussi de la connexion par exemple pour la première, puis la balance qui montre que le cœur finalement est plus important que l'argent ou a plus de poids. Donc voici un schéma récapitulatif, je ne vais peut-être pas repasser à travers, mais il représente exactement ce que je viens d'expliquer, avec la main comme don central, puis le groupe et la cause avec l'organisme. Maintenant, on va passer à l'analyse des métaphores en tant que telles. Donc tout d'abord, les métaphores centrales et les métaphores... En fait, il y a deux types de métaphores. Je suis encore un peu allé trop vite. Les métaphores centrales et secondaires. Centrales, c'est celles qui sont apparues directement au cours des entretiens. Et les secondaires, c'est celles qui ont été amenées à travers des questions, entre guillemets, et qui permettent simplement de mieux comprendre l'articulation entre les différentes métaphores. Donc, la première métaphore était celle de la connexion. C'est le choix en fait, de la destination du don va dépendre du degré de connexion avec la cause en question. Donc ça, c'est plutôt... Là, c'est vraiment un résumé d'un résumé, mais ça permet de comprendre un peu l'articulation qui s'effectue dans l'inconscient des donateurs. La métaphore de la balance est aussi la métaphore principale, finalement, c'est elle qui est à la base du don, c'est-à-dire le don va permettre de diminuer un écart, un déséquilibre entre deux personnes ou entre deux sociétés. Le don va être effectué donc, dans le but de justement diminuer ce déséquilibre. Donc la troisième métaphore principale était celle de la ressource, puisque en fait, pour être réalisé, le don nécessite des ressources, que ce soit de l'argent ou du temps, et en retour, ce don va constituer une source de bien-être pour le donateur, et c'est finalement une ressource pour lui-même. Donc une métaphore secondaire était celle de la métaphore du conteneur, qui veut dire qu'un donateur se doit d'être un minimum altruiste, sinon il ne peut pas donner. Et la métaphore du voyage, à savoir qu'un don dans l'inconscient du donateur va permettre de changer la vie de la personne qui reçoit le don. Et donc l'organisme dans tout ça, finalement, c'est vraiment l'entité qui sert d'intermédiaire entre les donateurs, les bénéficiaires, et qui va jouer un rôle prépondérant dans l'ensemble des métaphores que je viens de donner. En effet, au niveau de la connexion, ça va être vraiment l'intermédiaire entre le donateur et le bénéficiaire. Ça va être aussi celui qui va utiliser et redistribuer les ressources pour finalement aboutir à ce rééquilibre qui est souhaité par le donateur. Donc voici le schéma assez simple. Donc pour être un donateur, il ne faut pas être, entre guillemets, un container. Et ensuite, les trois métaphores principales que sont la connexion, la ressource et la balance vont avoir comme intermédiaire l'organisme qui va permettre finalement aux bénéficiaires de changer de vie à travers la métaphore du voyage. Donc ça, c'est vraiment le schéma qui est réalisé dans l'inconscient du donateur. Donc la synthèse, je pense, au vu du temps qui nous reste et peut-être des autres présentations, je vais passer, c'est ce que je disais juste avant en simplifiant, je pense que ça va aller. Donc les recommandations qui sont nées de cette étude. La première, donc, les recommandations à l'égard du phare. Donc le don en argent est perçu assez négativement. Donc l'idée, c'était de mettre en exergue avant tout le don en temps et éventuellement revaloriser l'image du don à travers la communication. La tangibilité du don, on a vu que c'était un aspect important, donc l'idée serait d'informer le donateur de chaque don, qu'est-ce qu'il va permettre de réaliser, et les conséquences positives finalement du don, de sorte qu'il puisse ressentir un peu plus à quoi sert son don. Ensuite, il faudrait aussi renvoyer de la reconnaissance, donc de la part du bénéficiaire en tant que tel. Ils avouent qu'ils adorent avoir une connexion avec le bénéficiaire, mais aussi de l'organisme, parce que l'organisme, c'est l'entité principale avec laquelle ils sont en contact, et sous forme de remerciement. Donc on a vu l'importance du symbole de la main. Donc l'idée aurait été de réaliser des campagnes de communication marketing avec ce genre d'image de main. Et il faut faire attention à la posture de la main parce qu'elles peuvent avoir différents sens
Cela, je l'ai détaillé au cours de mon rapport. Enfin, on voit aussi les sentiments négatifs qui existent au niveau de la commandite et des frais de gestion. L'ensemble des donateurs voit vraiment ça comme des mots nécessaires et il faudrait faire preuve au maximum de transparence aux yeux du donateur pour lui donner confiance et faire en sorte qu'il sache où va son argent. Donc, un autre point important était la vision structurellement dichotomique du don. Donc, ça peut paraître un peu, dur là, comme ça, mais c'est vraiment juste, le don va du plus grand au plus petit, entre guillemets. C'est comme ça que s'imagine dans l'inconscient le donateur. Donc, pour ça que les causes telles que les enfants et les personnes âgées touchent davantage les donateurs. Et il faudrait utiliser des images, donc justement, en accord avec cette affirmation. La métaphore de la balance, donc comme je disais, qui est à la base même du don. Donc pourquoi pas utiliser encore une fois des images ou des messages associés à cette métaphore. Et enfin, c'est le dernier conseil, c'est relire entre guillemets le projet parce que c'est quand même beaucoup plus large que simplement cette présentation. Mais je pense que voilà. Donc voilà, les apports personnels et après je vais laisser la parole à Lise. Donc d'un point de vue personnel, la première chose, c'est que ça m'a permis de mener à bien un projet de recherche. C'était la première fois que j'effectuais ça, on va dire vraiment recherche pure. J'avais déjà mené à bien plusieurs projets, mais pas axé recherche, donc c'était la première fois. Puis quelque chose de bien est que Jonathan a pu présenter au cours de la conférence européenne 2013 de l'Association for Consumer Research une partie de ses résultats, donc ce qui démontre que les résultats ne devaient pas être si inintéressants que ça. Ensuite, d'un point de vue organisationnel, forcément, mener un projet, ça apporte des capacités d'organisation, puis d'analyse, parce qu'il y a plus de 10 personnes avec des entretiens de 2 heures, à tout analyser, synthétiser et remettre en ordre. Effectivement, ça prend quelques compétences, on va dire, qui ont été développées au cours de ce projet. L'autonomie aussi, parce que... Et Jonathan était là, mais la majeure partie du temps, j'étais quand même seul en train d'effectuer le projet. Et puis, voilà, dans le contexte québécois aussi, en tant que Français, c'est important d'avoir des références. Et je sais que là, par exemple, pour le travail que j'ai eu, ça a été assez important, que ce soit une personne du phare, dont je ne peux pas citer le nom parce qu'elle a participé à l'étude et que ça reste confidentiel, et Jonathan ici présent, donc, qui m'ont permis d'obtenir le travail que j'ai eu. La connaissance de la méthode Zimet en tant que telle, puisqu'elle développe des compétences interpersonnelles avec des interviews et savoir justement interagir avec les personnes, c'est intéressant. La crédibilité aussi dans le monde caritatif, parce que vraiment mon but à moyen terme, c'est d'être impliqué dans un organisme à dimension caritative. On m'a conseillé de commencer entre guillemets dans le milieu corporatif, donc c'est ce que je m'efforce de faire, mais vraiment ce qui me tient à cœur et ce que j'espère et j'aspire à effectuer dans le futur, c'est obtenir une position dans ce genre d'organisme. Donc effectivement, ça me donnera de la crédibilité, un tant soit peu. Et donc évidemment aussi de la cohérence dans mon projet professionnel. Et enfin, peut-être aux étudiants qui sont là, le plaisir d'éventuellement juste pouvoir faire quelque chose qui nous tient à cœur et pas travailler pour une entreprise lambda. C'est juste, ça fait plaisir de se dire que ce qu'on a fait, finalement, va servir à des gens. Et personnellement, ça me touche plus que l'aspect monétaire. Voilà, donc merci pour votre attention. Et puis si vous avez des questions... Alors, brièvement, le phare a été créé en 1999. Ça s'appelle le phare Enfants-Famille. C'est un organisme à but non lucratif dont la mission est de veiller, de contribuer au bien-être des enfants dont la vie est menacée et qui ont des maladies complexes et qui nécessitent des soins vraiment très particuliers, très complexes. Et notre but, c'est amener répit et soutien à leur famille. Alors, nous, la Maison André Gratton, on a un programme à domicile avec des bénévoles et on a aussi un programme de répit à la Maison André Gratton que nous opérons. Tout notre service est gratuit et puis, c'est ça. Alors, mais on est ouvert en 99, mais les 6-7 premières années, c'était seulement un programme avec des bénévoles à domicile. Et on avait 6 employés seulement pour à peu près une centaine de bénévoles qui allaient à domicile. En 2007, cependant, il y a eu l'ouverture de la Maison André Gratton et on a commencé à recevoir 12 enfants pour des répits. Et c'est un peu comme un petit hôpital, une petite unité d'hôpital
parce que c'est des soins très, très complexes. Alors, on a un médecin, des infirmières, et du jour au lendemain, après l'ouverture, on a passé d'un budget de 650 000 à 4 millions. Alors, il faut que vous compreniez qu'il y a une subvention du gouvernement aujourd'hui qui en paye 2 millions, mais il y avait un 2 millions à 2,5 millions par année à trouver en n'étant pas connu. Donc, c'est tout un défi qu'on a relevé depuis 2007. Alors, vous pouvez comprendre qu'il y a eu plusieurs efforts de développement financier avec succès. Et quand Jonathan il nous est arrivé avec le projet de Guillaume pour savoir un peu plus comment parler aux donateurs, ça a été pour nous oh mon Dieu, du support, ça va nous donner des pistes de solutions parce qu'on fait bien, mais on peut faire mieux, on peut faire toujours mieux. Fait qu'alors, notre équipe est vraiment, vraiment dédiée à rencontrer nos objectifs financiers pour notre mission. Alors, je vous présente rapidement la maison. Et à l'intérieur, vous voyez, c'est un peu, l'objectif, c'est de faire une deuxième maison. On devient un peu comme l'extension de la famille pour que le parent puisse venir nous mener leur enfant en toute confiance, pour qu'on puisse leur donner du répit. Alors, je vous montre ces images-là parce que sur notre site Internet, encore à ce jour, c'est ça que vous voyez de la maison. C'est de la maison qui n'est pas habitée. Hein? Il n'y a pas d'enfants. Elle est belle, c'est une belle coquille. Là, il y a un photographe qui s'en vient, là. On a trouvé un beau photographe professionnel qui va tout nous habiter ça, là, bientôt. Là. Pourquoi? Parce que, justement, il faut mettre la cause en avant, les enfants en avant. Le passage de Jonathan chez nous a déjà commencé à mettre sur nos différentes plateformes de projets de collecte de fonds, a changé l'image, la présentation de notre cause. Mais c'est pour vous montrer, là, que c'était ça, il y a quelque temps. Maintenant, vous avez un site Internet que je vous invite à visiter. Alors, puis ça, c'est pour le phare. Maintenant, qui est l'équipe de développement financier au phare? Alors, on a 2 personnes seniors en philanthropie et nous avons aussi 3 personnes juniors en philanthropie et 1 personne en communication. C'est une petite équipe. Alors, quand Guillaume est venu nous présenter avec Jonathan la présentation, ça a tombé merveilleusement bien parce qu'il y avait 3 congés de maternité qui s'annonçaient, puis on avait 2 nouvelles employées qui arrivaient. Alors là, c'était comme, comment on fait pour faire le relais? Comment on fait pour donner une ponction de philanthropie d'un coup? Miracle est arrivé et ça nous a vraiment aidés. Et ça devient notre Bible. Hein? Maintenant, le travail que tu as fait quand tu dis de relire, bien, c'est quelque chose que maintenant on va donner à tous nos employés qui vont arriver, à nos bénévoles dans le développement financier. Maintenant, à chaque année, on fait un publipostage. Puis cette année, notre publipostage a été fait en janvier et la personne qui l'a fait a dit, bien, il faut vraiment tout de suite impliquer les choses que Jonathan nous a montrées. Guillaume nous a apprises. Donc, la notion de sourire, la notion de la main qui prend soin. Donc, on a pris attention de mettre une infirmière qui enveloppe l'enfant et la maman. On a mis en lumière le donateur et celui qui reçoit. Donc, on essaie de faire ça et de donner aussi la parole à un jeune. Toutes les fois avant, on avait un médecin, une infirmière, quelqu'un qui parlait de la complexité des soins, ce qui est correct, là. Mais là, on a dit, est-ce que tu voudrais nous en parler, toi, qui reçois les services du phare? Alors, la lettre, elle a pris tout un autre sens. Et puis, on attend, c'est parti, là, fait qu'on est rendu en février, l'argent commence à rentrer, mais on me dit que le publipostage va bien. Maintenant, Unis pour le phare, c'est un programme. Il y a quelques années, on est la seule maison de soins palliatifs pédiatriques au Québec. Alors, moi, j'ai fait le tour du quartier avec certains de mes employés en disant, vous devriez être fiers, par Rosemont-Petite-Patrie, là, vous recevez la province de Québec ici, là, et puis vous accueillez des enfants gravement malades avec leurs parents. Fait qu'on devrait être fiers d'être la seule maison, puis qu'elle appartient à Rosemont-Petite-Patrie. On a eu une belle réponse, mais on voulait amener les gens au phare. Mais tout le monde est bien occupé, hein, les commerces, tout ça, ils disent, oui, je vais faire quelque chose pour toi, là, mais j'ai pas le temps d'y aller. Notre stratégie a complètement changé parce que là, on se dit, c'est fin que tu fasses quelque chose pour nous, que tu fasses un petit dîner-conférence, une petite affaire, un bowling, peu importe l'activité que tu feras. Mais ce qui nous ferait vraiment plaisir avant tout, c'est que tu viennes nous visiter. Parce que si tu viens nous visiter, tout ça va prendre du sens. Alors, des fois, ça délaie de 2-3 mois l'activité parce qu'ils n'ont pas le temps. Mais pour nous, ça devient primordial, comme je dis, de venir faire la visite 3D de la maison.
Parce que même si on a le super beau site, puis même si on est bien gentil, souriante, chaleureuse, puis qu'on représente bien l'organisme, la visite 3D de chez nous, ça fait toute la différence. Et ça, c'est tout simplement pour consolider le lien entre notre organisme, l'organisateur d'événements et les donateurs, parce que les organisateurs d'événements, pour nous, deviennent nécessairement nos ambassadeurs. Si monsieur de la boulangerie dit « Hey, je suis allé visiter là, c'est tellement touchant, c'est tout tel coin de rue, il faut que tu ailles voir ça, puis aide-moi à faire ça », la commandite, toute pour son événement, va devenir différente s'il est venu visiter. Alors, je te remercie beaucoup d'avoir mis ça en lien pour nous autres. Maintenant, on a aussi créé le groupe Unis pour le phare. Avant ça, c'était, vous voulez faire une activité, on va vous mettre sur, on va vous recevoir, on va recevoir vos sous. Maintenant, on a créé sur le site Internet une plateforme spéciale pour toutes les gens qui organisent des événements pour nous. Et on dit, vous faites partie du groupe Unis pour le phare. Et quand vous faites votre organisme, votre activité, on vous donne des étoiles comme ça en paquet. Puis quand vous faites votre organisme, on veut que vous preniez des photos de tous les gens qui ont participé à votre organisme pour vous dire que vous êtes unis pour le phare, avec fierté. Alors, on a un site Internet maintenant là, qui est vraiment intéressant. Vous pouvez aller le visiter. Je vous invite à organiser une activité pour nous aussi. Excusez-moi, c'est un naturel tout seul. Alors, vous voyez, le site Internet, là, il montre, il y a un concours aussi, les gens peuvent voter pour la meilleure activité, puis à chaque 6 mois, il y a un prix pour les organisateurs, donc, alors, c'est vraiment vivant, là, puis on les place, puis on met en lumière le temps que les gens donnent, l'argent remis, mais aussi, on les replace comme ambassadeurs. Et en les faisant comme ça, c'est eux autres qui font la recherche de commandite. Puis ils veulent tellement avoir un résultat de... Ça leur a coûté 0 sous ou 200 $ pour t'en donner 1000. Alors, ils sont fiers de ça. Alors, le frais de gestion dont ils ont peur, qu'ils n'aiment pas, en leur donnant ce mandat-là de pouvoir avoir plus de performance, ils commencent à dire, bien, je ne peux pas rien faire, je peux pas faire de l'argent avec rien, il faut que j'en mette un peu pour que ça produise. Fait qu'il y a comme une espèce d'apprivoisement sur le changement de perception, plutôt que je voulais dire, sur le frais de gestion. Alors, c'est ça l'Unis pour le phare. Maintenant, ce qu'on voit ici, c'est que l'année passe, on appelle ça nos alliés. Donc, on a mis ce mot-là. Un allié, c'est ensemble. Ensemble, on fait les choses. Donc, en 2013, on avait 55 alliés. Cette année, on en a 75. Mais c'est 26 % de plus, mais il y en a 20 nouveaux alliés. Puis, au niveau de la récurrence, à ce jour, pour 2014, on a 64 % de taux de récurrence. Vous savez, c'est comme... alors, c'est un très beau taux de récurrence, là. Puis, on commence l'année, là. Il y a des gens qui vont revenir en cours d'année. Maintenant, l'autre qu'on a, c'est Ma fête en cadeau. Ma fête en cadeau, c'est on demande à la population du Québec de donner leur anniversaire pour en don. À place de recevoir un cadeau, d'avoir un souper, etc., on dit aux gens, offrez votre anniversaire, puis vos cadeaux, les gens qui vont vous donner vos cadeaux vont recevoir un reçu d'impôt. Alors, et on l'avait fait l'année dernière, puis cette année, chaque personne qui s'inscrit sur le site, on lui dit qu'il participe à un mouvement de collecte de fonds. Donc, c'est pas parce que, mettons qu'on est tous ici nés le 9 octobre, on pourrait venir de différents milieux, de différentes années. Il n'y a rien qui nous rassemble ensemble. Alors, on s'est dit, comment on fait pour faire que quelque chose qui est si individuel et si unique, l'anniversaire, comment on fait pour faire un groupe? Et ce groupe-là, bien, on a dit, bien, on va faire un mouvement. Donc, le mouvement Ma fête en cadeau. Alors, et ce mouvement-là, bien, une façon de le faire vraiment connaître, bien, là, je vous montre le site rapidement, mais ce qui est important, c'est que c'est ça qu'on a changé suite à ta venue, Guillaume. C'est qu'avant, on mettait des posts individuels. Mettons, Lise Lucie a donné sa fête, bravo, félicitations à Lise. 3 personnes disaient j'aime, puis un commentaire, bravo Lise. C'était bien ordinaire. Maintenant, on fait une mosaïque par mois. On dit, regardez, dans le mouvement Ma fête en cadeau, il y a toutes ces personnes-là qui ont donné leur fête en février. Et là, regardez, on a plus de personnes que j'aime, puis on a des commentaires, des gens qui disent « Wow, c'est donc belle fun, belle gang, etc. » Donc, j'ai beaucoup aimé l'expérience. Alors, il y a plus de mouvements sur les réseaux sociaux que grâce à ça. Alors, et on vient juste de commencer à appliquer les services, les informations de Guillaume, et puis...
Ben moi, je suis vraiment contente que le monde des affaires, les HEC et de tout le programme, je le disais à Jonathan, qui se penche sur la philanthropie. On a besoin de vous autres pour faire mieux, parce que la société a besoin de vous. Merci beaucoup. Guillaume, juste éclaircir le lien dans l'acétate où il parlait de l'esprit critique, il y avait le don en argent et la commandite. Moi, dans ma perception à moi, la commandite, c'est tout autre qu'un don. C'est pas de la philanthropie, c'est une relation d'affaires. Fait que j'aimerais ça comprendre dans ta démarche, comment ça qu'on retrouve la notion de commandite. Ben en fait, moi, ma démarche en tant que telle, c'est simplement retranscrire les propos des donateurs. Et quand on leur dit expliquer le don, qu'est-ce que ça représente à travers les différentes images, etc., au bout d'un moment, ça arrive sur... moi, de toute façon, toutes les images de stars là, qui donnent, etc., ça, c'est pour moi, c'est l'antithèse du don. C'est quelque chose parce que la personne, elle fait ça, mais en fait, c'est juste pour elle, etc., etc. Et on arrive à un moment sur... C'est comme Jean Coutu, quand elle dit qu'elle fait des dons, elle ne fait pas des dons. C'est de la commandite pure et dure et c'est pas des dons. Donc en fait, c'est simplement que dans l'image du don en tant que tel, c'est pas simplement leur don, c'est le don, l'image du don. La commandite, pour eux, c'est tout sauf un don. Et sauf que ils savent très bien que c'est essentiel pour la plupart des organismes, mais ils sont contre ce principe. En fait, c'est comme ils disent, c'est un mot nécessaire, c'est un mal nécessaire. Et c'est pas un don de leur point de vue, mais du point de vue général, si, c'est un don, puisque Jean Coutu va donner de l'argent à l'organisme. Donc, ils voient ça comme un don de Jean Coutu à l'organisme, mais pour eux, c'est pas un vrai don, puisque c'est de la commandite. Ouais. Écoutez, je vous remercie. Nous, on a besoin d'organismes comme vous. Vous aviez dit que vous aviez besoin des HEC, mais nous, on a besoin d'organismes comme les vôtres. Alors, merci beaucoup.